Au sommaire de cette édition en religion, en Chine, les chrétiens chinois à la conquête du monde. Actualité africaine, au Maroc, séisme de magnitude 6,1 entre le Maroc et l'Espagne. Au Rwanda, le difficile quotidien des réfugiés du Burundi. Sport, football, CHAN 2016. La Côte d'Ivoire bat le Gabon 4-1 et se hisse en quart de finale. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information. Merci de rester fidèles à vos Blessing Channel. Parlons tout de suite de religion avec cette brève. Comme annoncé dans les titres, en Chine, les chrétiens chinois veulent envoyer 20 000 missionnaires dans le monde d'ici 2030. Les médias chrétiens viennent de rapporter que plus de 900 pasteurs de maison et responsables chrétiens se sont réunis à Hong Kong pour discuter de cet objectif lors du Mission China 2030. La tâche ne s'annonce cependant pas aisée. Il y a 5 ans, il faut le préciser, plus de 200 chrétiens chinois avaient été arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à s'envoler comme missionnaires. Dans les années 1990, la Corée du Sud avait donné un signal fort en annonçant vouloir envoyer 10 000 missionnaires. Nous revenons en Côte d'Ivoire, parlons à présent de société. Le mercredi 20 janvier dernier, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu la presse nationale et internationale au palais présidentiel, à la faveur bien sûr de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An. Suivons ensemble cet élément. Jamais de mémoire de journalistes et hommes de médias exerçant en Côte d'Ivoire, l'on a assisté à une telle cérémonie de présentation de vœux d'un président de la République ivoirienne aux professionnels de la presse. Au-delà des discours, c'est un véritable échange que le président ivoirien a voulu interactif. Des questions directes d'Alassane Ouattara au ministre de la Communication pour des réponses précises avec effet presque immédiat. De dotation budgétaire. Oui. Pour 2015, nous n'avons eu que 200 millions. Oui. Et sur la base de ces 200 millions, naturellement, nous avons donné donc à la presse pour l'impression un montant qui était en deçà de celui que nous avons alloué pour 2014. Ah oui, d'accord, je vous remercie. Mais comme le patron de la présidence est là, le secrétaire général de la présidence, donc si vous voulez bien reporter en 2016 le montant à 800 millions comme par le passé. En tout cas, ce sera avec joie. Un échange qui a permis de résoudre, séance tenante, certaines des questions brûlantes soulevées tour à tour par les représentants des associations de presse. Un échange fort apprécié, à en croire les applaudissements. Pour la ministre de la Communication, première responsable du monde des médias en Côte d'Ivoire et du président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, cet échange qui change des rencontres traditionnelles de présentation de vœux de la presse au président de la République est à saluer. Nous ouvrons à présent la page de l'actualité africaine avec cette brève. Un séisme de magnitude 6,1 frappé tôt lundi matin les côtes du Maroc et d'Espagne selon l'Institut américain de géologie, suivi d'une réplique d'une magnitude 5,3. La secousse a été localisée en mer Méditerranée au sud-est de Gibraltar, à une soixantaine de kilomètres de la ville marocaine d'Al Hoceima, déjà touchée par un tremblement de terre meurtrier en février 2004. Près de 630 personnes avaient déjà perdu la vie. Nous continuons ce journal aussi avec l'actualité africaine qui se poursuit. Cette fois-ci en Tunisie, le Premier ministre tunisien Habib Essid a affirmé le vendredi dernier à Paris que la situation était maîtrisée en Tunisie, où un couvre-feu avait été décrété après plusieurs jours de contestation sociale, a annoncé Habib Essid à l'issue d'un déjeuner, bien entendu avec le président français François Hollande, c'était à l'Élysée. La situation se calme, c'est un problème économique, c'est des demandes d'emploi. Nous avons un programme pour essayer de résoudre ce problème qui est un de nos objectifs principaux de ce gouvernement. Nous n'avons pas de baguette magique, on ne peut pas résoudre tous les problèmes d'emploi en une seule fois. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à Kassine, le résultat du fait que nous avons déjà commencé à mettre en place un programme de création d'emplois. La situation actuellement est maîtrisée et d'autres mesures seront prises dans le cadre d'un programme de développement que nous avons arrêté et qu'on a discuté avec M. le Président de la République sur les 5 prochaines années. Comme annoncé dans les titres au Rwanda, alors que la crise au Burundi voisin
Le Rwanda accueille environ 75 000 réfugiés burundais. La plupart sont dans des camps, il faut le préciser, mais près de 25 000 les plus aisés d'entre eux sont en ville, essentiellement à Kigali, la capitale. Face à une crise qui dure, ces réfugiés urbains épuisent aussi leurs économies et essayent de se reconstruire une nouvelle vie. Encore récemment, Mick comptait ouvrir un bar à Bujumbura, la capitale du Burundi. En avril dernier, quand le président Pierre Nkurunziza s'est présenté à un troisième mandat, Mick pensait que le mouvement de contestation s'apaiserait rapidement. Mais 9 mois plus tard, le pays est toujours plongé dans la violence. Aujourd'hui, sa vie a basculé. Mick est parti pour le Rwanda, où il tente de refaire sa vie. Chaque jour, ça devenait pire. Donc je ne pouvais pas travailler parce que surtout les bars, c'est le travail du soir. Donc vu qu'il y avait l'insécurité, j'ai dû attendre. J'ai attendu longtemps, mais on n'a jamais pu ouvrir. La plupart des 75 000 réfugiés burundais sont entassés dans des camps. Les plus aisés essayent de reconstruire une vie à Kigali. Mike a réussi à rebondir. Il a réinvesti ses économies dans ce bar-discothèque. J'ai eu un coup de chance d'avoir un endroit, mais c'est dur parce qu'il faut tout changer, il faut tout commencer à zéro. C'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle ville. Beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance. Cet homme a dû fuir la capitale burundaise après avoir participé aux manifestations. Aujourd'hui, il est entassé avec 3 autres réfugiés dans ce 20 mètres carrés, sans un sou. Il souhaite rester anonyme, de peur des représailles sur sa famille. Ici, la ville à Kigali, vous voyez quand même, c'est difficile. C'est très difficile de payer de loyer parce que vous voyez, personne ne travaille ici, nous sommes à 4, et nos économies sont déjà finies. C'est difficile à manger, il y a des fois même on mange une seule fois par jour. On est quoi? On est foutus, on ne voit pas notre avenir. Cet homme pourtant issu de la classe moyenne pourrait aujourd'hui se retrouver dans un camp de réfugiés. Comme lui, des milliers de Burundais attendent en vain la fin du conflit dans leur pays. Face à l'échec des négociations, un sommet des chefs d'État de l'Union africaine se prononcera à la fin du mois sur le déploiement d'une force militaire au Burundi. L'actualité internationale à présent, destination le Portugal avec les élections présidentielles. Grand favori de l'élection présidentielle au Portugal, le candidat conservateur Marcelo Rebelo de Sousa a été élu dimanche dès le premier tour de scrutin. Porté par sa popularité de commentateur à la télévision, il a été élu avec 52% des voix. Une victoire nette pour Marcelo Rebelo de Sousa. Le candidat conservateur a remporté l'élection présidentielle au Portugal ce dimanche dès le premier tour face à une gauche divisée. Le vainqueur du scrutin, professeur de droit et ancien président du parti centriste, a enregistré plus de 52% des suffrages. Ce soir, je veux saluer en premier lieu le peuple portugais. Le peuple gouverne et il a voulu me faire l'honneur d'être élu président de la République portugaise. Il n'y a pas de vaincu dans ces élections présidentielles. Presidente da República de Portugal. Não há vencidos nestas eleições presidenciais. Marcelo Rebelo de Sousa devance de loin son principal rival, l'indépendant de gauche Antonio Sampaio da Novoa, qui remporte 22,9% des voix, et l'ancienne ministre socialiste Maria de Belém Roseira. Le grand favori, soutenu par les partis de droite, s'est démarqué de leur politique marquée par les mesures d'austérité. Il a réussi à se placer au-dessus de la mêlée lors de ce scrutin marqué par un nombre record de candidats et par une forte abstention qui s'est élevée à près de 50%. Aux États-Unis, la tempête dénommée Jonas a pris fin, mais elle laisse derrière elle des tonnes de neige à déblayer. Il faudra plusieurs jours, notamment, pour que la vingtaine d'États affectés par cet événement malheureux puissent retourner à une vie normale. Aux États-Unis, un retour à la normale progressif après la tempête de neige qui a balayé l'est du pays. Une tempête historique au cours de laquelle plus de 60 cm de poudreuse ont recouvert les rues de New York et Washington dans la nuit de samedi à dimanche et paralysé les agglomérations. Avec mes 3 enfants, on a marché depuis Maryland Avenue, j'ai apporté des sandwichs et on s'amuse. Depuis 2 jours, on avait hâte de venir.
La tempête a causé la mort d'au moins 23 personnes, pour la plupart décédées dans des accidents de voiture. De lourds dégâts matériels sont aussi à déplorer. Plus de 11 000 vols ont été annulés dans tout le pays. Les opérations de déblayage se poursuivent et si la vie à New York doit reprendre son cours ce lundi, à Washington, il va falloir attendre. Parlons à présent de l'effet des migrants en France, précisément à Calais, où des migrants ont manifesté le samedi dernier 23 janvier 2016 pour des conditions plus dignes après l'évacuation dans la jungle entre griffes de la bande de terrain côté rocade où des tentes avaient été dressées. On ne peut pas laisser cette situation perdurer ici. C'est-à-dire que les gens vivent dans des conditions inadmissibles, indignes. Moi j'appelle M. Manuel Valls, M. Cazeneuve réellement de prendre toutes les mesures qu'il faut pour régulariser cette situation, ça c'est la première chose, mais dans un premier temps très vite que ces gens-là aient des conditions dignes de vie. Dignes de vie, c'est pouvoir se loger, pouvoir se nourrir correctement, mais surtout pouvoir au moins se vêtir, parce qu'on venait vraiment dans des conditions inadmissibles. C'est un peu un bidon à ciel ouvert, on ne peut pas se permettre ça parce que c'est une question de dignité. Il y a 6000 à peu près personnes ici qui sont dans des conditions indignes, totalement dingues. Voilà pourquoi on est là. Il y en a d'autres ailleurs, malheureusement aussi à Dunkerque. Voilà pourquoi on est là, pour dire stop, on veut être solidaire avec ces personnes-là. Il faut les accueillir correctement, humblement. C'est la solidarité avec les personnes qui sont exilées, qui essayent de rejoindre l'Angleterre et qu'on devrait laisser passer plutôt que de les enfermer avec des barbelés et tout ça. C'est pas possible. Ce sont des humains comme nous, il n'y a aucune raison. Nous, on a la liberté de circulation. Pourquoi est-ce qu'elle ne leur donne pas ? Destination l'Asie à présent, précisément l'Indonésie, où des milliers d'oiseaux exotiques sont attrapés illégalement chaque année dans les forêts tropicales, dont ce pays est revendu sur les marchés où ils arrivent parfois cachés dans des caisses et même aussi à l'intérieur des bouteilles en plastique. Des cris d'encouragement à celui qui gazouillera le mieux. Le concours de chant d'oiseaux est une tradition ancestrale sur l'île de Java qui se répand à travers l'Indonésie. À la clé, des récompenses élevées et la chance de participer à une compétition nationale. Ce n'est pas un concours de beauté, c'est un concours de gazouillis. C'est la gazouillimania. Mais cette tendance menace les espèces sauvages dans les forêts du pays. Beaucoup de monde attrape des oiseaux, surtout les oisillons, parce que c'est assez facile de les attraper. Avec un piège, vous en attrapez des centaines. Les autorités font face aussi à des pratiques de contrebande cruelles, comme ces oiseaux cachés dans des bouteilles en plastique. Mais seule une poignée d'organisateurs de compétition lutte contre le braconnage en ne faisant concourir que les oiseaux d'élevage, qui se distinguent par une bague en métal sur la patte. Les oiseaux d'élevage doivent porter des bagues. Vous ne pouvez pas mettre une bague sur un oiseau sauvage. Si on le fait alors qu'il est déjà adulte, on lui casserait la patte en essayant de la passer dans la bague. Mais malgré ces efforts, la loi reste rarement appliquée et la demande ne cesse d'augmenter. Selon les défenseurs de l'environnement, des millions d'oiseaux seraient concernés. Aujourd'hui, 131 espèces sont menacées dans la jungle indonésienne. Au Proche-Orient, l'ex-président israélien et prix Nobel de la paix, Shimon Peres, 92 ans, a été hospitalisé ce dimanche à la suite de douleurs à la poitrine dues à une arythmie. L'ancien président israélien Shimon Peres a été hospitalisé ce dimanche à Tel Aviv. Âgé de 92 ans, Shimon Peres souffre d'arythmie cardiaque. C'est la deuxième fois en 2 semaines qu'il est placé sous observation médicale. Shimon Peres avait reçu le prix Nobel de la paix en 1994. Terminons cette édition d'information en parlant de sport, précisément le football avec cette brève. Parlons de CHAN 2016. La sélection locale ivoirienne s'est qualifiée pour les quarts de finale du CHAN 2016 qui se déroule actuellement au Rwanda. Il faut préciser que les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu les Panthères du Gabon par 4-1 et se hissent au rang de quart de finale. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition d'information qui vous a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Bon début de semaine, que Dieu vous bénisse. À bientôt.